Cette semaine à l'école, épisode 10, édition du 29 octobre 2025. Merci d'être là tout le monde. Carlo Cuccaro avec vous encore aujourd'hui, encore et toujours. Ça va littéralement être moi à toutes les semaines, donc un jour je vais arrêter de me nommer. Merci d'être là, merci d'être à l'écoute. Cette semaine, l'épisode est un épisode un petit peu différent parce qu'on n'aura pas d'entrevue de la semaine. On va faire l'épisode complet avec ma co-animatrice Céline Lamy parce qu'on parle d'un sujet complexe, la violence éducative ordinaire, la petite violence. Donc, tu sais, les tapes sur les fesses, les tirages de bras, les insultes, la violence psychologique aussi qu'on peut faire à nos enfants ou qui est faite à l'école à nos enfants. On en parle, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet pour deux raisons. Parce que c'est, je dirais, très présent dans la vie de nos enfants. C'est très présent dans notre vie. Nous, c'était pire avant. Les stats, vous allez voir, sont très parlantes à cet effet-là. Donc, on va en parler. Donc, c'est un sujet qui est émotif quand même. On se souvient des fois où on en a vécu. On se souvient des fois où on en a commis. Donc, c'est important qu'on en parle pour trouver des approches. Le but, c'est pas de se taper sur les doigts. Le but, c'est surtout de s'améliorer et de voir de quoi nos enfants ont vraiment besoin pour devenir des enfants épanouis. Et c'est ce qu'on fait dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais sans plus attendre, on va aller retrouver Céline pour notre revue de l'actualité, qui est aussi très riche encore cette semaine. Cette semaine à l'école est une présentation des parcours parents. De l'intimidation aux troubles d'apprentissage, en passant par le temps d'écran, chaque enfant a ses défis. Avec les parcours parents, les experts et expertes les plus reconnus sont en ligne pour mieux vous outiller à la maison. Les détails sur aidersonenfant.com. Céline Lamy, pédopsychiatre, comment vas-tu? Ça va bien, Carlo, et toi? Ça va très bien. Tu sais que quand on se parle, je te présente toujours avec ton titre. Oui. Parce que je le fais pour l'épisode pour rappeler aux gens que tu es pédopsychiatre. Je pense que ça ajoute du poids à l'épisode qu'on fait ensemble. Et parce que tu es pédopsychiatre, il se passe beaucoup de choses dans le monde médical ces temps-ci avec la nouvelle loi adoptée sous bâillon par le gouvernement du Québec. Et comme on a un volet actualité, il faut que je te demande quelle est ta compréhension? Quel est l'impact que tu vois de cette loi-là qui force un peu une forme de productivité liée à la rémunération? Puis on voit les médecins se mobilisent beaucoup. Donc, j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus, Céline. Bien, ce qui me préoccupe, c'est le mot justement productivité face à la question du soin et du care. Je comprends effectivement, tu sais, qu'on doive, oui, on doit rendre service à la population, c'est notre job, c'est notre passion aussi, donc ça, c'est une évidence. Mais Ouais. ce service, c'est pas à n'importe quel prix en termes justement quantitatifs, parce qu'on sait dans de nombreuses spécialités, puis par exemple la mienne en pédopsychiatrie, qu'au plus vite on va, au plus on peut se planter et risquer justement des faux diagnostics. Donc la question de la temporalité, du temps que je passe avec mes patients, avec les parents, c'est essentiel. Plus effectivement on me demande de faire vite, plus je suis à risque de passer à côté de certains éléments. C'est valable pour tous mes confrères. C'est ça qu'ils disent. Vous voulez qu'on en voit plus, mais la qualité du soin va en pâtir. C'est ça qui me préoccupe vraiment. J'ai l'impression vraiment que les deux grands systèmes, le système éducatif puis le système de santé, sont vraiment, vraiment mis à mal en ce moment. Puis je vois effectivement l'avenir de nos enfants dans tout ça. Puis c'est surtout ça qui me préoccupe. Oui, absolument. Tu sais, les médecins sont dans une position délicate, je trouve, parce que ce qu'on voit dans les sondages, c'est la population semble être derrière le gouvernement, un peu contre les médecins. Puis j'ai tendance à penser que tout ça, ça date d'il y a 20 ans à peu près au Québec. Ça fait 20 ans que les médecins, disons les syndicats de médecins ou les ordres, vont dire au gouvernement, donnez-nous plus d'argent et on va régler le problème. Ou donnez-nous plus d'argent, on va avoir plus de patients. Et là, on est 20 ans plus tard et la situation des soins médicaux, des médecins de famille, tout ça, est peut-être plus désastreuse qu'elle l'était. C'est comme si la population a perdu confiance dans cette... Oui, quand on a un médecin, on est content, on le sent humain, on le sent professionnel, mais globalement, on n'a pas confiance que les médecins sont ceux qui vont proposer les bonnes solutions parce qu'on les sent beaucoup trop à l'argent. Là, je généralise, mais c'est le sentiment que moi, je sens de la population. Comment tu vois ça? Comment tu interprètes cette réalité-là? Le narratif a changé. C'est donnez-nous plus de moyens. Et effectivement, ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément entendu. Puis moyens,
c'est pas la question de la rémunération uniquement. C'est surtout la question, moi je le vois lorsque je fais un diagnostic, lorsque je fais des recommandations, je vais ensuite envoyer le patient vers des professionnels. Et c'est ça Ouais, qui nous manque, c'est les professionnels ouais, ouais. après qu'on ait fait nos actes médicaux. C'est-à-dire, je fais des recommandations en disant, je l'oriente vers le CLSC, vers tel type de professionnel. Puis là, on me dit, bah oui, on va le mettre sur une liste d'attente. Donc, tu vois comment c'est un petit peu sournois. On nous dit, diminuez les listes d'attente, les médecins, faites plus vite. Moi, je veux bien en voir plus. Mais une fois que je diminue la liste d'attente au niveau médical, alors va se créer une autre liste d'attente en aval, en amont, je ne sais jamais, je m'excuse. Je pense que c'est en En aval, aval, par ouais, après. Ouais, après nos recommandations, puis ça ne règle ouais, pas le problème. Il y a des coupures dans les CLSC, il y a des professionnels qui manquent, il y a des coupures partout de toute façon. Donc oui, effectivement, on a besoin de moyens après, effectivement, nos actes médicaux. Donc je pense que la question du moyen, ce n'est pas uniquement la question de la rémunération. Mais ouais. j'entends effectivement, tu sais, quand je vois la population qui me dit vous êtes privilégié, etc. Moi, je suis la première à dire effectivement qu'on a des revenus qui sont extrêmement confortables. Ça, c'est pas la question de ce côté-là. Mais oui, la question du moyen. Donnez-nous les moyens Ouais. de travailler en équipe. Quand j'entends effectivement qu'un chirurgien est prêt à opérer, mais qu'il ne peut pas ouvrir une salle parce qu'il manque de professionnels, on a un sérieux Ouais, c'est problème. ça. Puis ça, c'est pas le médecin. Puis le parent à la maison qui a besoin, par exemple, qui a besoin de tes Mhm. services d'évaluation en pédopsychiatrie, les délais d'attente sont extrêmement longs. Puis le parent à la maison, il dit, ben, mon enfant est en détresse ou a des grands besoins ou on me parle d'autisme, mais je ne sais pas. Puis que ça prend, je ne sais pas combien de temps ça prend pour te rencontrer en évaluation, mais si ça prend 6 mois, 12 mois, 18 mois, c'est long, C'est 18 mois. extrêmement long. Les listes d'attente dans les services hospitaliers sont effectivement longues dans certaines spécialités, mais parce qu'il faut aussi avoir la, la réalité de ce que c'est une évaluation en pédopsychiatrie. En tout cas, quand Ouais. j'évalue, c'est ce que je te disais, je vais d'abord rencontrer le parent. Ça peut prendre des heures lorsqu'effectivement je reçois un jeune de 10, 12 ans. Il faut revoir toute son histoire depuis sa naissance. Ça prend des Est-ce que heures. c'est une exagération, ça, Céline? Dans le fond, des fois, j'entends les médecins dire ça nous prend des heures, mais en fait, c'est un cas sur 10 qui prend des Non, heures, non, non. les autres prennent 15 minutes. Dans ton cas, toi, est-ce que c'est une Ben, exagération? en pédopsychiatrie, c'est la réalité, en tout cas, d'un travail que j'estime bien fait. Donc, Mhm. effectivement, la semaine dernière, j'ai rencontré un papa, je devais le rencontrer 2 heures. Ben, il est resté jusqu'en milieu d'après-midi parce qu'il a fallu relire tous les rapports, toutes les consultations, faire le point avec lui, par exemple. Puis ensuite, il faut rencontrer le jeune, il faut rencontrer le jeune seul, déjà pour, tu sais, l'apprivoiser, ça prend du Ouais, temps. Dans ma ouais, spécialité, j'insiste. Puis ensuite, pour l'autisme, il faut passer des échelles. Une échelle, par exemple, de la DOS, qui est une échelle vraiment spécifique pour l'autisme, ça prend un minimum, puis ça, c'est vraiment le standard, 2 à 3 heures. Et ensuite, il faut coter cette échelle. Ça prend plusieurs heures également. Puis ensuite, il faut faire le rapport. Donc, tu vois, quand on parle dans certaines spécialités d'heures de travail mhm, autour d'un seul cas, c'est ça. Puis évidemment, ben, si on regarde par exemple une journée où on dit, ah ben, docteur Lamy, elle a vu que 2 patients. Oui, mais parce qu'effectivement, je n'ai pas le choix, ouais. ça fait partie intégrante de mon travail et d'un travail bien fait, en tout cas selon mes critères. Et pour conclure là-dessus, quel impact est-ce que tu connais ou qui n'est pas connu des attentes envers toi et ton travail? Est-ce que le gouvernement s'attend à ce que tu passes de une moyenne, là j'invente les chiffres, de 2 patients par jour à 4 patients par jour ou la loi adoptée n'est pas claire encore Non, pour c'est toi? pas clair par rapport à cela, mais ce qui est clair, en tout cas pour nous tous, c'est qu'il n'y a pas de considération des particularités de chaque spécialité. Puis tu sais, Mhm. même pour le médecin de famille, quand on parle d'un 8 10 minutes par patient, ça ne fait pas de sens. C'est-à-dire que le patient Ouais. doit, en 8 10 minutes, on doit faire quoi? Écouter un symptôme, essayer de trouver la solution, expliquer le plan d'action, les recommandations. Quand je vois que le ministre Dubé, à tout le monde en parle, a dit qu'en 10 12 minutes à la télé, il a trouvé ça très, très difficile d'expliquer son plan, ben, j'ai eu envie de lui dire, ben voilà, monsieur Dubé, effectivement, mais c'est ça que vous demandez à mes collègues médecins de famille, puis ça, c'est inacceptable. Bon, et toi, Carlo, qu'est-ce qui t'a touché dans l'actualité cette semaine? Moi, il y a deux nouvelles dont je veux parler, Céline. Une première, c'est une volonté du gouvernement, toujours ce gouvernement Legault-là,
On le sait, les enseignants se sont vus imposer un code d'éthique l'an dernier. Ce code d'éthique-là exige une loyauté envers l'employeur, une loyauté pendant et après l'emploi envers l'employeur. Et semble-t-il que le code d'éthique des directions d'école est encore plus sévère que celui des enseignants. Et on s'entend, ce n'est pas une loyauté envers l'élève, c'est une incapacité des enseignants de nommer en dehors du cadre de travail qu'il y a des abus à l'école, que certains collègues ne sont pas à la hauteur, que certaines décisions peuvent nuire aux élèves. Ils n'ont plus le droit de faire ça, sous peine, entre autres, de perdre leur emploi ou d'avoir des mesures administratives contre eux. Et là, le gouvernement a annoncé sa volonté d'apposer le même code d'éthique aux parents impliqués dans les conseils d'établissement. C'est un non-sens complet pour plein de raisons. Les parents dans les conseils d'établissement sont bénévoles, servent à co-gérer certains aspects de l'école. Leur rôle n'est pas un rôle d'employé. Leur rôle n'est pas de dire oui, 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 bravo, vous êtes bon au centre de service scolaire ou à l'école ou même au CE. Leur rôle est de prendre position, d'approuver ou de prendre connaissance de décisions prises localement au niveau du centre de service scolaire. Leur rôle est aussi de dénoncer ce qui ne fait pas de sens. Le gouvernement, suite à certains groupes de parents comme la Fédération des comités de parents et le RCPAQ, entre autres au Québec, a annoncé sa volonté d'adapter le code d'éthique pour le rendre un peu plus flexible pour les parents, mais c'est un non-sens complet. On devrait au contraire vouloir des enseignants forts et des parents forts qui dénoncent ce qui doit être dénoncé, quitte à ce que ça fasse mal dans les médias pendant quelques heures, quelques jours, mais dans le but de corriger la situation pour les élèves et non l'inverse. Donc, je dirais que c'est tout le contraire d'un code d'un ordre professionnel qui vise à protéger l'enfant. Là, on est dans protéger l'employeur. Mais on est vraiment dans cette notion de bâillon, là, je reprends ce terme-là, où effectivement, je pense que c'est important d'écouter les gens de terrain, quels qu'ils soient, y compris quand effectivement ils remontent des choses qui sont compliquées. C'est important. Puis les gouvernements devraient justement être assez solides pour dire j'accepte la controverse, j'accepte la critique. Là, il y a vraiment l'idée de toute personne qui ne sera pas d'accord avec moi doit se taire sous peine de sanction. C'est aussi ce qui se passe dans la nouvelle loi pour les médecins. Si tu incites ou tu es soupçonné d'inciter à quelque chose, alors c'est 500 000 $ d'amende. Donc, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais si je demandais à ChatGPT comment s'appelle un système où on bâillonne la critique, et on favorise la délation et on encourage la délation. Je ne préfère pas prononcer le mot, mais effectivement, c'est quelque chose de très inquiétant pour la démocratie au sens large. C'est un signe de faiblesse et non un signe de force. Et ça s'applique, on va en parler dans le thème de la violence éducative ordinaire qu'on aborde aujourd'hui, mais souvent, ces tentatives de contrôle extrême-là sont des signes de faiblesse de la part de la personne qui tente de contrôler. Dominée par la crainte et l'emprise. C'est un grand classique. La deuxième nouvelle dont je veux parler très rapidement, c'est une nouvelle du Journal de Québec de Daphné Dionvien, qui est une journaliste qui parle énormément d'éducation. Donc, bravo à elle. Elle met en lumière beaucoup de ce qui se passe dans le réseau, négatif, mais un peu de positif aussi. Et la nouvelle, c'est un record de démission dans le réseau scolaire. C'est 1300 enseignants et enseignantes permanents qui ont quitté leur poste l'an passé seulement dans les écoles publiques. J'ai simplement à dire, malheureusement, la donnée est complètement incomplète. Donc, 1300, on ne peut pas s'y fier. On ne peut pas s'y fier pour 2-3 raisons. La première, le 1300 inclut des enseignants qui ont démissionné d'un centre de service scolaire pour être embauchés dans un autre centre de service scolaire. Par exemple, une enseignante en début de carrière qui commence à enseigner à Montréal, qui n'a pas les moyens de s'acheter une maison à Montréal, va s'acheter une maison en banlieue, à Laval, à Terrebonne, à Repentigny, à Sainte-Thérèse. Peut-être qu'après 5 ou 6 ans et qu'elle a déjà sa permanence, va dire finalement, j'aimerais me rapprocher mon travail de mon domicile, va démissionner à Montréal, se rendre à Laval ou sur la Rive-Nord. C'est fréquent. Donc, imaginez que 5 enseignants par CSS, c'est déjà 300 enseignants de moins qui ont vraiment démissionné, rendus à 1000. L'autre élément, c'est qu'on a 40 000 enseignants non légalement qualifiés au Québec, dont 10-12 000 qui ont des contrats. Donc, certains d'entre eux ont aussi des permanences. Parce que maintenant, un enseignant non légalement qualifié qui est inscrit dans un diplôme rapide qui donne droit à un brevet est considéré comme qualifié, donc a droit à la permanence. Mais ces gens-là, ça se peut qu'ils démissionnent aussi. Avec raison, dans la mesure où probablement qu'ils n'ont pas les compétences pour enseigner. Donc, c'est difficile d'enseigner. Et troisième élément,
un taux de roulement de 1%. Des fois, les gens ont plus intérêt à enseigner, ça ne leur tente plus, ils veulent faire autre chose. C'est correct et c'est normal. Donc, tout ça pour dire que moi, ça ne m'inquiète pas, c'est sain, mais la donnée, elle est incomplète, donc on ne peut pas vraiment s'y fier. Donc voilà, c'est ce que je veux dire aux gens. Des fois, on voit ça, on voit le titre, on fait « Oh mon Dieu, ça ne se va pas bien ». Moi, j'interprète absolument rien de cette statistique-là De aujourd'hui. l'intérêt d'être très vigilant par rapport aux chiffres et aux Ouais. informations qu'on nous donne, puis cet esprit critique-là, merci Carlo de le mettre particulièrement là en avant, mais c'est ce qu'on devrait apprendre à l'école, à critiquer nos Oui, lectures, à remettre en question, c'est important. Ça évite de tellement vrai. s'enflammer sur des choses. Absolument. Allons parler d'un sujet plus léger, la violence éducative ordinaire. On se retrouve dans 30 secondes. Céline, aujourd'hui, on aborde le thème de la violence éducative ordinaire, qui est un thème que je trouve tabou. Tabou parce que je pense qu'on en a tous été victimes, puis je pense qu'on en a tous commis au moins un peu. En tout cas, moi, comme parent, je sais que ça m'est arrivé. Puis il y a une nouvelle étude de l'Institut de la statistique du Québec, l'INSPQ, qui vient avec des données vraiment intéressantes. Puis on va commencer avec ça, puis après ça, je vais tout de suite te relancer, Céline. C'est 28% des enfants, donc à peu près 450 000 enfants, c'est beaucoup, qui ont été victimes de cris, d'insultes ou de menaces au moins 3 fois dans la dernière année. 13% d'enfants ou 217 000 ont subi au moins une fessée, une tape ou une gifle. 3,1% ont vécu des violences sévères, donc violences physiques graves, des coups ou l'utilisation d'objets. 3,1%, donc c'est 50 000 enfants, c'est beaucoup. Et 8% des enfants vivent aussi dans un climat de négligence, donc des besoins physiques ou affectifs non comblés. Aujourd'hui, on parle de violence éducative ordinaire, donc on n'est pas dans la violence grave ou la négligence, mais explique-nous ce que c'est la violence éducative ordinaire, Céline. Ben, ça regroupe en fait les violences physiques dites mineures et les violences psychologiques, ou émotionnelles ou affectives. On les dit éducatives parce que justement, elles sont perpétrées dans un but Hmm. éducatif, c'est-à-dire ben, je fais ça pour aider mon enfant à grandir sur tel ou tel point, à comprendre, bref, pour dresser un enfant. Et Ouais. ordinaire, bah oui, parce que c'est ordinairement et malheureusement admis de génération en génération, avec la fameuse phrase de moi j'ai vécu ça, j'en suis pas mort donc. Ça, c'est vraiment la phrase classique Oui, des adultes. Mais voilà, ordinaire, parce que malheureusement, c'est aussi dans l'ordinaire des enfants. On en parlera peut-être, mais également dans l'ordinaire des enfants, pas uniquement dans la famille, mais parfois à l'école. ouais. Donc, effectivement, c'est quelque chose de très tabou parce que ça s'inscrit justement dans une croyance que pour élever un enfant, pour lui faire comprendre, pour le discipliner, ça passe par une forme de violence, initialement et malheureusement physique, mais on ne parle pas assez des violences psychologiques. Et quand on Ouais. voit la statistique que tu donnes, encore les 28%, tout le monde a salué la baisse globale de ces violences. Ouais. Mais moi, ce qui m'a vraiment surprise et inquiétée, c'est encore le près de 30% d'enfants qui subissent des violences psychologiques à la maison. Absolument. Dans les bonnes nouvelles de l'étude, en 99, c'est 48% d'enfants qui étaient victimes de violences physiques mineures. Donc, on passe de 48% en 99 à 13% en 2024. Bravo à nous. Oui, Et je pense que ça montre une belle évolution. Puis, en réfléchissant à ce thème-là, je me disais, on part de loin, hein? oui, On part de loin. Il y a 50, 60, 70 ans, on frappait les enfants au visage pour les éduquer comme outil éducatif. Les hommes frappaient les femmes aussi beaucoup plus que maintenant. Donc, c'était pratiquement de la barbarie, là, il y a 50, 60, 70 ans, et je ne parle même pas avant. Là, on est en 2025 et c'est beaucoup, mais c'est seulement 13% quand on compare. Donc, je me dis, OK, bravo. Puis il y a clairement une prise de conscience que la violence physique, même petite, comme une tape sur les fesses ou pincer ou tirer fort son enfant, puis là, je dis petite vraiment en guillemets là, pour les gens qui sont à l'audio seulement, euh, elle a énormément diminué. Donc ça, bravo à nous quand même. Il oui. faut voir le positif de cette Il évolution-là, y a là. une prise de conscience des parents, c'est manifeste, avec Ouais. aussi toute cette idée autour de l'éducation dite positive ou bienveillante. On comprend effectivement que c'est pas par la violence physique qu'on éduque et qu'on Non. discipline un enfant. Puis je reprends le mot discipline parce que souvent on l'utilise à des fins très négatives. La discipline au sens noble Mm. du terme, c'est vraiment la relation du maître et de l'élève. C'est une guidance.
c'est accompagner. Donc, discipliner, ben, c'est ça, c'est je suis là. Et pour ça, il n'y a pas besoin effectivement de violence physique, c'est très clair. Mais, et c'est aussi le procès qui est fait aux éducations bienveillantes ou dites positives, c'est que souvent les gens disent, bah, OK, donc vous êtes laxiste. Non, Oui, oui. C'est un ou j'insiste, l'autre. C'est comme si c'est c'est blanc ça, ou noir, là. j'insiste Ouais. sur le fait que la discipline, elle est nécessaire, que poser un cadre et des limites, c'est plus que nécessaire, c'est vital pour un enfant parce que je le redis ad nauseam, j'ai beaucoup d'enfants dans mon bureau qui souffrent parce qu'ils n'ont pas de cadre et pas de limite. Donc ça, c'est Ouais. non négociable. C'est pas tant la question de négocier le cadre ou la limite que de la façon dont on le pose, en fait. Absolument. On va finir le bloc ensemble Oui. sur justement ces avenues bienveillantes et encadrantes-là. Laisse-moi nommer ce que c'est spécifiquement la violence éducative ordinaire. Donc, violence physique, on l'avait fessé, gifle, tape sur les mains, secouer, bousculer, pousser un enfant, tirer les oreilles, les cheveux, ça m'apparaît d'une violence, par exemple. En tout cas, priver de nourriture, forcer à manger aussi. On est dans les violences physiques. Dans les psychologiques, les punitions humiliantes comme la mise au coin, l'isolement forcé. Et ça, l'isolement forcé, ça a l'air grave, puis on dit, OK, on ne fait pas ça. Dire à son enfant, te fais ça mal, va dans ta chambre. Mais c'est isoler l'enfant. Puis l'enfant, là, puis tu le dis tout le temps, le cerveau, il est immature. Il va dans sa chambre, mais là, il est en isolement. Oui, Même oui, si on n'est oui. pas dans une prison. C'est une privation, en fait, de l'affection. Malheureusement, c'est souvent ça qui est Ouais. accompagné dans le va dans ta chambre. Et il y a beaucoup de parents qui disent, tu reviendras quand tu auras compris ou maman ne t'aime pas quand tu es comme ça. Donc, il y a cette menace de privation de l'affection et du lien. Et souvent, les parents me Ouais. disent, ah, il a compris, maintenant, il ne le fait plus. Il n'a pas compris, il n'est pas devenu raisonnable, il a juste peur d'être privé du lien. Ouais, c'est Donc, ça. il va vous choisir en termes de lien. Mais il n'a rien compris, l'enfant. Le mot-clé, c'est peur, puis on Ouais. va en parler après. La culpabilisation excessive aussi, tu me fais de la Oui. peine, c'est à cause de toi que je me sens comme ça. Mhm. Il y a déjà oui, je vais le dire. Il y a déjà une éducatrice qui a dit à mon enfant, moi, je t'aime. Pourquoi toi, tu m'aimes pas? Mm. Moi, je t'aime. Mm. Mais ça n'a pas rapport, là. C'est dans un cadre professionnel. L'amour n'est pas là, là, à l'école. C'est autre chose, mais ça aussi, c'est une forme de violence éducative ordinaire. Euh, Au niveau des violences verbales, ben, crier, hurler, sacrer après les enfants, insulter, utiliser des étiquettes négatives, t'es bête, t'es méchant, plutôt que de dire ce que t'as fait, c'est méchant, c'est t'es une personne méchante. Ça, on est dans la violence éducative ordinaire. Aussi, crier basé sur la colère. Hein. Tu sais, quand il y a une intention, quand on est en colère et qu'on crie, là, ça devient problématique pour ça. Se moquer, ridiculiser, humilier publiquement, humilier les enfants, ça se passe dans certaines classes. Humilier les mauvais comportements de certains enfants. Là. Regardez, cet enfant-là, il n'est jamais bon, il ne fait jamais les choses correctement. Nommer ce que les enfants font mal à l'école devant tout le monde, c'est une humiliation. Puis la honte créée, je pense qu'il n'y a pas pire sentiment que la honte. Hein. Complètement. Puis on a tous en tête les premiers moments où on a ressenti cette émotion extrêmement forte, où on se sent inadéquat, où on se sent plus petit que tout et où on voudrait disparaître, en fait. C'est Puis, vrai. je trouve que c'est de plus en plus précoce, ce sentiment. Tu parlais d'humiliation par rapport à l'école, mais effectivement, quand un enfant voit son nom sur le tableau écrit du côté des enfants dits tannants, toute Ouais. la Ou dans, journée. dans le rouge, là, des fois, c'est ça, Exactement. on nomme dans le rouge les enfants problématiques. Exactement. Puis on n'a pas parlé de la comparaison. Puis dans les violences psychologiques, que ce soit dans les familles ou à l'école, la comparaison entre les enfants, dans la fratrie. Pourquoi tu es comme ça alors que ton frère, lui, il... Regardez cet enfant-là, comment il se comporte mal ou il se comporte bien alors que... et ça, c'est vraiment... ben, tu sais, on est dans cette société-là où on se compare, Ouais. où effectivement, on pense qu'en mettant les enfants en compétition, ça va booster une forme de compétitivité, d'agressivité, puis que ça va leur faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Ouais, Non, ouais. ils se sentent particulièrement accablés et eux, dans leur tête, processent le « je ne suis pas suffisant ». Et je vais te demander en tant que pédopsychiatre, quel est l'impact réel sur le cerveau et le développement des enfants. Mais pour te lancer là-dessus, j'ai le goût de te dire, comme adulte maintenant, on se souvient quand on était enfant, quand on en a vécu de la violence ou de la violence éducative ordinaire de la part de nos parents. Ça ne nous marque pas. Ce pas tous les événements qui nous marquent, mais il y en a qui nous marquent et qui sont gravés dans notre tête. Et quand on est parent, et je vais prendre l'exemple de mes parents à moi, ils m'ont nommé récemment, quelquefois,
je regrette tellement d'avoir fait tel truc, d'avoir dit telle chose, d'avoir commis tel geste. Ça nous marque Oui, comme parents. Et ça m'apparaît preuve concrète que c'est négatif. oui. Ça nous marque au fer, là. Quand on le vit ou quand on le commet. Mais on réalise que ça nous marque en tant qu'enfant. Mais moi, j'ai réalisé combien ça avait marqué mes parents. Combien, effectivement, Mm. alors que je pensais justement qu'après avoir pris une grosse fessée, mes parents s'en moquaient, etc. Je réalise, pareil, en Ouais. parlant, j'entends mon père en parler avec beaucoup d'émotion. Je me dis, mon Dieu, que c'est des moments qui l'ont marqué et où il s'est senti à bout, dépassé, en perte de contrôle et où il n'est Ouais. pas fier de ça. Donc, tu sais, Tellement. c'est retenir ça, puis se dire, OK, mais on est des générations marquées par ça, on est bien capable de bien mieux. Oui, absolument. Donc, quels sont les impacts concrets, là, tu sais, je dirais chimiques ou biologiques Mhm. de ces violences-là sur le cerveau en développement de nos enfants? Ben, en fait, là, on parle quand même de violences répétées, violences physiques mineures répétées ou psychologiques. Je veux absolument dire aux parents que lorsque ça dérape, parfois, c'est pas ça qui va avoir un impact sur le cerveau. C'est quand même important de ne pas virer dans la psychose. Mais ce qu'on sait Ouais. effectivement, c'est que ça peut avoir un impact sur ce qu'on appelle la neurogénèse, c'est-à-dire la, la façon dont les neurones vont se connecter au niveau des synapses, la façon aussi dont la myéline, qui est la gaine de protection autour des neurones, va être ou pas forte, la façon aussi dont certaines zones du cerveau vont grossir. On a vu effectivement un impact sur le volume, par exemple, de certaines sphères au niveau du cerveau, au niveau, par exemple, du cortex préfrontal, qui est quand même celui qui est j'appelle ça le cerveau intelligent, celui qui va nous servir à justement être capable de raisonner, de gérer notre impulsivité. Donc, on voit effectivement qu'il y a des impacts à ce niveau-là, ce qui fait que les enfants qui subissent ces violences répétées vont eux-mêmes avoir de la difficulté à gérer leur impulsivité, vont eux-mêmes Mm. avoir de la difficulté à gérer leurs émotions et vont être à risque donc de quoi? De reproduire des comportements violents, Ah que ouais. ce soit à l'école ou plus tard, évidemment, en tant que parent. Il y a tout ça aussi, au-delà de l'aspect transgénérationnel, culturel, de la transmission de cette violence. On voit maintenant, les neurosciences nous disent que de façon répétée, les enfants peuvent être à risque justement de répéter, de développer des comportements agressifs. Tu sais, la raison pour laquelle les parents commettent la violence éducative ordinaire, puis c'est la raison pour laquelle ça s'appelle comme ça, c'est que l'intention, c'est d'éduquer. Oui, L'intention, c'est de, disons, briser un mauvais oui. comportement puis amener un bon comportement. En même temps, quand on fait ça, c'est qu'on le fait pratiquement systématiquement par la peur ou Mhm. par des émotions négatives ou des gestes négatifs. La peur, puis, tu sais, on dirait que je suis un peu obsédé par ça. Le but d'une famille et le but d'une école, ce serait de donner nos enfants à être forts, à être avoir tellement confiance en eux, tellement outillés, que oui, ils sont challengeants, puis oui, ils veulent se faire expliquer des choses, puis oui, ils peuvent être opposants quand ça fait pas de sens pour eux ou que c'est contraire à leurs valeurs, puis tout ça. Mais ça fait des humains euh, outillés dans Oui, la vie ou habilités oui. à avoir la vie qu'ils veulent bien vivre et non des humains soumis. Puis cette peur-là, c'est comme si on disait à nos enfants, je veux que tu te soumettes, je veux que tu es inférieur, Mhm. tu dois te soumettre pour être accepté. Puis quand on y pense, ça n'a pas d'allure. Ça n'a aucun sens, mais c'est très culturel. C'est ce qu'on appelle l'infantisme, hein. C'est cette posture de domination de l'adulte qui pense que l'enfant est incomplet et que c'est Ouais. grâce à l'adulte que l'enfant va sortir d'une sorte de maladie qu'est l'enfance pour devenir un adulte complet. Tu parlais de faire des adultes forts, moi je dirais plutôt des adultes solides. Hein, parce que Mhm. cette idée de force, des fois, il y a aussi cette idée de domination. Puis quand j'entendais C'est vrai. notre président en France qui dit ben, pour être fort, il faut être craint, il faut être respecté, et pour être respecté, il faut être craint. Quand un président de la République Ouais. nomme ça, je veux dire, il vient d'annoncer toute cette culture éducative du C'est vrai. respect par la crainte. Donc, oui, c'est important aussi d'avoir en tête que c'est le propre de l'enfance et de l'adolescence de venir nous chercher dans Ouais. nos défenses, puis de nous activer. Mais c'est à nous, parce qu'on a un cortex préfrontal supposément mature, c'est à nous de nous réguler et de ne pas basculer dans la dérégulation. Parce que lorsqu'on répond effectivement de façon dérégulée,
c'est là où ça peut basculer dans la violence. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand tu as l'impression, puis ça c'est valable pour un parent, mais aussi pour un prof, il y a tellement de profs qui me disent, cet enfant-là, il fait ça contre moi, il vient me chercher. Donc dans ces cas-là, lorsqu'on est dans l'idée que quelqu'un vient nous chercher, on est en mode défense, on attaque et on devient agressif. On le prend On le personnel. prend On le prend comme une personnel. attaque Alors personnelle. que quand un enfant est en crise ou quand un enfant s'oppose, c'est pas contre nous. Il est en train de vivre quelque chose et c'est à nous d'être des petits Sherlock Holmes et de se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se fout, je vais t'accompagner. C'est ça aussi la Ouais. discipline, je vais Et, t'accompagner. et en contexte scolaire, même à la maison, on pourrait dire la même chose. En contexte scolaire, la qualité du milieu est Oui, importante. Une personne seule, des fois, on peut être dépassé. Même à la maison, on peut être dépassé seul. Quand on est une équipe avec son conjoint, la conjointe, c'est déjà plus facile tout à parce qu'on fait. on peut se passer la balle. On peut établir une gamme de valeurs qui nous correspond comme famille. Mais c'est la même chose à l'école. Oui, Quand les valeurs sont bien nommées, sont bien vécues, qu'il y a un leadership de valeurs fort et que les gens adhèrent, le travail individuel de chacun, d'accompagner ces jeunes-là qui sont en crise ou qui ont des mauvais comportements ou qui font des choses qu'on n'aimerait pas qu'ils fassent, est beaucoup plus tout facile. à fait. On le prend moins personnel. Ça devient un petit Oui, village. exactement, exactement. Puis il y a aussi, je parle de la régulation de l'adulte, mais en tout cas à l'école, l'importance d'arriver en classe régulé ou de se réguler avec les enfants. Puis je parle beaucoup de la météo intérieure. J'ai fait Mhm. des petites capsules dans le livre de Manon Jean. Je trouve que c'est un outil formidable pour ça. On arrive puis on nomme sa météo. Ça permet à l'adulte de se dire, hey, le petit Nathan ou le petit Simon ou la petite Céline, ah, ils sont dans une météo avec un petit nuage, donc je dois être plus Ouais. vigilante parce qu'il est possible qu'il y ait des comportements. Et moi, c'est important d'avoir conscience de ma propre météo pour pas réagir avec de l'orage. Parce que si l'orage s'abat par l'adulte sur la classe, alors là, c'est le chaos et c'est le déluge, hein. Ah, tellement. Allons-y avec, on en a peut-être déjà parlé, mais allons-y avec certains mythes pour avoir ta réaction. Alors, une petite tape, c'est juste une petite tape, ça n'a jamais tué personne. On répond quoi à ça? Ben, c'est sûr, ça n'a jamais tué personne puisqu'on est là pour en parler, mais psychologiquement, ça laisse des traces. Et je leur dis à chaque adulte qui me dit ça, le nombre d'adultes qui est en consultation chez les psys, le nombre d'adultes qui prennent des médications pour gérer leur anxiété, leur dépression et qui consultent des coachs pour leur estime de soi, réfléchissons à la genèse de tout ça. Parfait. Euh, Recevoir, disons, des cris ou des tapes, ça forge le caractère. On est en train de faire des enfants faibles, des enfants qui pleurent pour rien. Ça m'a forgé mon caractère, moi, de recevoir ça. Je parle pas de moi personnellement, mais ça aussi, on entend ça. Ça met en fait les enfants dans une hypervigilance qui active leur système du stress en permanence. Et à un moment donné, l'enfant, ne pouvant pas vivre dans cet état-là en permanence, va effectivement et malheureusement se soumettre pour faire diminuer cet inconfort lié à l'hypervigilance. Mais la soumission, ça ne signifie pas j'ai compris ce qui se passe et je Mhm. vais être un adulte bien construit et solide. Ça n'est que de la Il y a une- soumission. On appelle en fait, c'est de l'extinction du comportement. On oblige nos Ah, enfants à éteindre leur comportement. C'est pas la même chose. non, absolument. Une analogie que j'ai lue quelque part, euh, euh, éduquer les enfants, encadrer les enfants, c'est un peu. Puis j'aime beaucoup le mot solide, là, plus que fort, tu as raison. C'est comme si on les aide à bâtir leur mur de solidité, mais quand on le fait avec la violence éducative ordinaire, par la peur, c'est comme si on pose des briques, mais qu'il n'y a pas de ciment dans les briques. Donc Exactement. après ça, il y a un coup de vent ou il y a quelque chose qui se passe, le mur s'effondre, et là, on est prêt avec de l'anxiété, Oui, dépression et tous les autres enjeux qu'on peut avoir, là. problème d'estime. Puis on parle aussi de l'intimidation à l'école. C'est des enfants Ouais. qui vont avoir besoin de se ressentir fort à un moment donné. Donc c'est certain qu'ils vont reproduire ce système de domination par la force, ce système du respect par la force. Donc, je ne dis pas que tous les intimidateurs vivent de la violence à la maison, mais on sait Non. quand même que cette violence éducative a tendance, oui, à entraîner une répétition chez les enfants. Oui, tout le phénomène de violence à l'école qui semble être en Oui, augmentation dans les écoles québécoises est peut-être en partie causé par cette petite violence-là qui devient de la grande violence chez certains. tout à fait. Les modèles qu'on montre à nos enfants à l'école et à la maison, ils sont parfois reproduits malheureusement, mais à un autre niveau, une autre échelle. Comment bien encadrer
sans être laxiste, mais en même temps en donnant ce cadre-là sécurisant à nos enfants. Est-ce qu'il y a façon de le faire sans violence éducative ordinaire? Il faut, et oui, il y a façon. Tu as parlé tantôt des valeurs. C'est quand on est parent, c'est quoi qui compte pour moi? Qu'est-ce que je veux transmettre absolument à mes enfants? Quel genre d'adulte j'aimerais qu'ils soient et quelles valeurs je voudrais qu'ils portent. À partir de là, on construit effectivement notre cadre et nos limites. Mais il y a des cadres et des limites qui sont non négociables, c'est-à-dire autant leur apprendre à connaître leurs propres limites que leur apprendre également à respecter les limites des autres. Donc ça, je veux dire, c'est non négociable. Alors après, il y a des choses sur lesquelles on peut plus ou moins lâcher, c'est pas la question. C'est pas en frappant ton enfant que ce cadre-là va rentrer. Puis l'enfant, il a besoin d'un adulte qui est authentique, puis qui croit absolument quand il dit quelque chose. C'était vraiment important. Donc si tu joues un jeu, puis tu essayes d'utiliser des formules que tu as vues à droite, à gauche, les enfants, ça ne marche pas. C'est ce qu'on reproche des fois un peu à l'éducation bienveillante, c'est que les parents, ils vont dans les manuels, les formulaires, ils essayent d'avoir des façons de parler, mais qui ne correspondent pas à eux. L'enfant, il a besoin d'entendre son parent avec les mots de ses parents. Ouais. Puis l'enfant, il a aussi besoin de voir que son parent, il est vulnérable comme lui. Ce n'est pas un super-héros. Puis quand on a merdé, excuse-moi l'expression, qu'on a dérapé, parce que ça arrive. C'est important d'aller s'asseoir à côté de son enfant puis dire « Hey, là j'ai dérapé, hein. Là, je t'ai serré fort le bras. Hein. Tu sais, papa ou maman n'est pas fier de ça. Puis, tu sais, ça montre que les émotions, même quand on est grand, c'est pas toujours facile à gérer. Puis, je m'excuse. C'est tellement difficile, Carlo, pour un adulte de dire à son enfant « Je m'excuse » ou « Je te demande pardon ». Tu parlais de solidité. On veut faire des enfants solides. Ça prend des adultes. Ça montre de la solidité que d'être capable de nommer ses vulnérabilités, de nommer ses faiblesses, de nommer des erreurs qu'on a faites à nos enfants. Puis, juste pour ajouter sur ce que tu dis, nos enfants, ils sont des humains à part entière. Ils ne sont pas des sous-humains. Ils ne sont pas inférieurs à l'adulte. Ils ont besoin d'un cadre. L'adulte est là pour les accompagner. Mais parfois, à la maison, parfois à l'école, on l'entend, ça. Ils n'ont pas les mêmes droits. Ce ne sont pas des adultes. Non, ce ne sont pas des adultes. On est d'accord. Exact. Mais ce sont des humains à part entière. Et on mélange souvent, ceux qui l'appliquent mal, l'éducation bienveillante, on voit ça comme la facilité. Ah, ben c'est facile, on y va avec le plaisir. Non, c'est pas ça. Pas du tout. C'est difficile d'être bienveillant. Parce que la beauté, je pense, dans l'étude de l'INSPQ, c'était une majorité de parents qui commettent de la violence éducative ordinaire ont aussi des très, très bonnes approches à d'autres moments. Donc, la violence éducative ordinaire vient souvent dans ce trop-plein-là de fatigue, d'opposition, de manque de ressources. C'est quand on arrive là qu'on en commet. Mais rarement, le parent va se dire, à la première seconde, je vais crier après mon enfant pour qu'il comprenne. Non. C'est rare. Effectivement, on est dans des moments où ça dérape, où on est dérégulé. Effectivement, c'est pour ça que souvent, je dis, je ne vois pas trop pourquoi on a eu besoin de parler d'éducation bienveillante, parce que pour moi, à partir du moment où effectivement, on essaye de faire au mieux pour notre enfant, déjà, on est dans une posture bienveillante. Puis je ne sais plus qui disait bienveillance, il faut entendre bien veiller. Puis je pense que c'est ça, c'est je veille sur toi de façon douce, attentive. Mais ça ne veut pas dire que je vais te laisser tout faire, parce que je sais que si je te laisse tout faire, parce que tu es immature, tu pourrais te mettre en danger, etc. Donc, je vais te laisser expérimenter des choses tout en étant là et en étant garant de ta sécurité, de ton intégrité physique et psychologique, même si ça fait de moi parfois un parent achalant. Mais c'est aussi la beauté de la parentalité, c'est d'accepter, je le dis souvent, d'être du côté des vieux cons. Tu sais, ceux qu'on disait de nos parents que c'était des vieux cons. Eh bien, ça y est, maintenant, c'est à nous. Alors, il faut dealer avec ça. Ouais. C'est drôle parce que mon garçon, des fois, il me dit là, je ne veux pas te parler, tu me dis toujours les mêmes choses, arrête de me dire ça. Puis là, j'ai tout le temps, j'arrêterai jamais de te dire ça. Puis il y a comme une forme de, je vois ses épaules baisser. Ah, okay. Oui, voilà. Mais c'est ça, ce vieux con-là, je le suis devenu aussi à certains moments. Et c'est beau, il y a quelque chose de beau là-dedans. C'est pas facile. Puis les gens qui nous écoutent, puis même en contexte de travail, où évidemment les standards sont plus élevés là, à l'école, quand tu es un ou une technicienne en éducation spécialisée ou un enseignant, un orthopédagogue, une direction d'école, tu as encore moins
le droit, à mon avis, de crier après les enfants et de les Clairement. humilier. Il faut arrêter ça. Mais oui, c'est difficile. Puis oui, ça prend un village pour élever un enfant, surtout à l'école. Mais il faut s'engager dans cette voie-là. Il faut nommer. J'ai entendu récemment, dans certains milieux, on m'a transmis cette information-là dans des conversations ou par courriel, une pseudo-justification de crier après les enfants, en disant non, non, mais moi, je le fais, il y a un but éducatif derrière. Non, il ne peut pas en avoir. Ce n'est pas une bonne approche. Puis je pense qu'on l'a prouvé dans notre conversation Oui, oui, oui. Puis d'aujourd'hui. les neurosciences sont claires. Puis je le redis, tout ça, ça donne de l'hypervigilance et n'importe quel adulte va comprendre que quand tu es en hypervigilance dans une forêt parce que tu te fais courser par un ours, cher Carlo, ben non, tu vas pas t'arrêter pour apprendre le théorème de Pythagore. Tu ne peux pas mobiliser ton cortex préfrontal. Donc, Non. toute hypervigilance dans une classe empêchera l'enfant de se mobiliser. J'ai appris dans ma recherche que l'article 43 du Code criminel canadien permet aux parents de frapper leurs enfants pour des visées éducatives, donc clairement de la violence et de la violence éducative ordinaire. Et ça m'apparaît en contradiction complète avec tout ce qu'on essaie d'enseigner et à nos enfants et aux adultes de la société. Ça serait inacceptable et criminel pour moi de frapper un collègue de travail ou de frapper quelqu'un dans la rue, de frapper ma conjointe, mais j'aurais le droit de frapper mon enfant. Oui, oui. Alors qu'on devrait surprotéger nos enfants. Comment ça se fait que c'est encore là au Québec? Au Canada, excuse-moi, comment tu vois ça? Ben, Canada et Québec, oui. Euh, c'est un retard incroyable. Et puis, moi aussi, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne pensais pas du tout. Quand on voit que dans les pays scandinaves, en Suède, c'est interdit depuis mon année de naissance, 1978. Je parlerai de la France, c'est arrivé très tardivement, je dirais peut-être 2009-2010, au moment de la naissance de mes jumeaux. Mais apprendre effectivement qu'au Canada, dans mon pays, c'est encore Ouais. légalement autorisé. Alors, il y a des histoires de tout dépend de l'intensité de la force appliquée. Rien que ça, c'est incroyable. Je pense qu'il est temps de légiférer par rapport à cela, Absolument. parce que ça effectivement met certains enfants très à risque Ouais. et certains parents dans une impunité incroyable qui justifie encore et toujours le côté bienveillant de cette façon Ouais. de faire pour dire c'est de l'éducation. Je pense qu'on est rendu à nommer les choses telles qu'elles le sont. C'est de la violence, Oui, c'est inacceptable, sans nécessairement envoyer les parents en prison tout à fait, c'est pas la à la question. première offense d'une tape sur les fesses. C'est pas ça le but. Mais si on le nomme, si on le permet légalement, le message il va directement dans la mauvaise direction. Complètement, complètement. Je pense qu'il Ouais. est vraiment temps là-dessus de faire de quoi de fort et de solide. On peut s'inspirer de certains pays qui ont légiféré. Ça ne veut pas dire, comme tu le dis, qu'on va punir ou pénaliser les parents, mais je pense que c'est important de penser peut-être à des groupes de soutien, parce que derrière Ouais. un parent qui perd les pédales, qui se dysrégule, c'est que c'est des parents qui sont extrêmement isolés, dans des huis clos familiaux, souvent avec des enfants qui ont aussi des défis, des parents qui Ouais. sont extrêmement démunis. Donc, c'est toute une famille qui souffre, en fait. Donc, je Ouais, pense ouais. que c'est plus cette visée-là qu'il faut avoir plutôt quelque chose de coercitif et de punitif. Et on l'a nommé, hein, souvent, c'est dans les débordements, c'est quand on atteint notre limite de compétence, d'énergie, que ça arrive plus souvent. Puis évidemment, il faut aider les parents. Puis là, je vais faire une petite plug professionnelle là-dessus. C'est la parentalité, c'est pas inné. Moi, je dis souvent, nourrir son enfant, se l'est, mettre une plaque de tôle au-dessus de sa tête pour le protéger, se l'est. Tout le reste, c'est de l'acquis. La réalité des familles d'aujourd'hui est complètement différente d'il y a 2, 3, 5 000 ans, puis on a le même cerveau. Donc, il faut apprendre à devenir parent. On vit avec une expérience parentale qui nous suit, Oui, éducative qui nous suit. On devient parent. Nos enfants ont des besoins particuliers ou ont des enjeux, des défis à certains moments. Il faut développer ces compétences-là. Mais pour ça, on a besoin tout d'aide. à Tous les fait. parents ont besoin d'un coup de pouce. Certains sont plus autonomes que d'autres, mais il n'y a pas de honte à dire non, non, j'ai besoin d'un coup de pouce. Et j'ai fondé aidersonenfant.com, qui est un organisme pour outiller les parents avec ce constat très, très simple-là. Peu importe quel type de parent on est, peu importe où on habite, quelle est la valeur de notre maison, on a tous besoin d'aide et d'accompagnement à certains niveaux. Et
Et je pense que comme société, on commence tranquillement à le comprendre. Oui, Il faut s'aider comme parents, il faut oui, s'entraider. Ça prend une société qui va dans la même direction. Il ne faut pas laisser les parents eux-mêmes non plus. complètement. C'est difficile. Puis sortir de certains mythes, par exemple de l'instinct parental ou de l'instinct maternel, où on sacralise certaines choses en disant, bah, c'est ça, il y en Ouais. a qui sont faits pour être parents et d'autres pas. C'est faux, tu l'as dit. Être parent, c'est une rencontre à laquelle on ne peut pas s'attendre. Je ne sais pas ce que va être ce nourrisson, comment il va, quel défi il va avoir. C'est une rencontre qui va se faire petit à petit avec de la multiples adaptations. Pas Hmm. oublier que quand on devient parent, on réactive aussi des schémas d'attachement qu'on a eu petits, qui viennent nous insécuriser. Donc, avoir un enfant, c'est une nouvelle façon de repenser notre enfance, de repenser notre attachement. Donc, c'est un cadeau que l'enfant nous fait quand il vient nous challenger, et plutôt que Ouais. se dire, c'est contre moi, de se dire, hey, pourquoi j'ai été activée à ce moment-là? Qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Mais y compris, pas forcément dans l'enfance, mais qu'est-ce que ça dit de mon état de fatigue? Qu'est-ce que ça dit du fait que peut-être je suis plus capable au travail, puis ça me rend irritable, puis que je devrais adresser ça plutôt à mon patron plutôt que de m'en Hmm. prendre à mon enfant? Parce que c'est aussi ça la réalité des parents actuels hein, dans notre société Ouais. néolibérale. Ils sont à bout, Le manque de on temps. manque de temps, et puis c'est sûr que l'enfant est malheureusement, c'est le punching bag de beaucoup d'adultes à cause de cela. Mais réfléchissons aux vraies raisons de notre mal-être. Est-ce que c'est ce petit coco qui nous regarde avec cet amour inconditionnel? Parce que je le répète, il nous aime tellement de façon inconditionnelle, même quand on dérape. Ces enfants-là, ils oublient tout, puis ils nous font un gros câlin. Il faudrait qu'on soit capable effectivement de voir ça. Céline Lamy, merci beaucoup pour la belle conversation. Salut Carlo, à bientôt. Voilà, c'est tout pour cette édition numéro 10 de cette semaine à l'école. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié cet épisode très complet sur la violence éducative ordinaire. Encore une fois, partagez dans vos réseaux le balado. Tous ceux qui écoutent au moins un épisode apprécient beaucoup et ont tendance à en écouter plus d'un. Donc, nous, c'est ce qu'on veut, c'est rehausser le niveau des conversations en éducation puis créer un mouvement qui mène à un meilleur système d'éducation et à des parents aussi plus outillés et des parents et l'école qui travaillent réellement main dans la main. C'est une longue marche, ça c'est clair, mais on y va un pas à la fois, une semaine à la fois avec un nouvel épisode. Et on se retrouve justement dans 2 semaines. On prend congé la semaine prochaine. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de cette semaine à l'école. Bye tout le monde.